Salutations cinéphiles, mon nom est Michel Terrien, bienvenue au Petites Vues. Très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour une édition spéciale des Petites Vues parce que nous allons aujourd'hui vous présenter l'univers de John Carpenter. C'est un réalisateur que vous appréciez pour la plupart, soit parce que vous aimez ses films d'horreur, ses films d'action, ses films de science-fiction, ou encore évidemment parce que vous aimez son œuvre tout entière. Alors aujourd'hui, ce qu'on a décidé de faire, c'est de choisir chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, vous les connaissez très bien. C'est Stéphane Snake Soucy ou encore notre ami Gary La Chose. Chérie. Alors, chacun d'entre nous, on a eu la mission de choisir un de ces films-là. Gary, évidemment, n'a pas encore très bien compris, parce que, évidemment, non, Gary, t'as pas compris, parce qu'on l'a vu dans la discussion. Mais non, mais pourquoi tu veux que je comprenne? Franchement, je comprends pas, là. La mission était pourtant très simple, c'était de choisir notre film de John Carpenter préféré. Alors, évidemment, ça aurait été très simple de choisir, peut-être, en tout cas, dans mon cas, ça aurait été très simple de choisir le film Halloween qui est sans contredit et peut-être pour vous aussi le film préféré peut-être de tous les temps. Ce n'est pas le cas pour tout le monde, soit dit en passant, ce n'est pas nécessairement le film numéro 1, mais sans doute parmi le top 3 de tous. Pour l'exercice d'aujourd'hui, j'ai décidé de le mettre de côté pour la simple et bonne raison que nous allons vous présenter un jour ou l'autre, selon la situation. Et nous allons parler du nouveau film d'Halloween qui va sortir, qui devait être présenté cette année, soit dit en passant. Mais Michael Myers, semble-t-il, est encore sous la braise. Alors, on va essayer de réchauffer votre cœur aujourd'hui en vous parlant de nos films de John Carpenter préférés. Là, on va vous présenter ça dans l'ordre. Donc, est-ce que tu sais ce que ça veut dire dans l'ordre, Gary? Ça veut dire qu'on va y aller selon l'ordre dans lequel... L'âge. Comment? L'âge des films, l'ordre qui ont été tournés. L'âge qui ont été tournés. Je sais pas si un film a un âge. Ah! Ok, t'es drôle. L'ordre dans lequel ils sont apparus sur nos écrans. Alors, est-ce que ça te convient, Gary? Tu comprends que ton film ne sera pas présenté en premier? T'as compris ça? Non, je l'accepte. Je l'accepte ni en deuxième. Ouais. Bon. Alors. C'est quoi le nom de ton film, toi? Moi, franchement, là, t'as vraiment pas suivi la conversation. Alors. Non, j'ai suivi dans l'ordre, mais là, je me rappelle pas c'est lequel que t'as choisi pour que tu sois avant. T'es vraiment dans Brume. Donc. Ah, ok, ouais. C'est bon. Bon jeu de mots, bravo. Alors. Oh, je suis le dernier à parler. Alors, peut-être que pour ceux qui sont des néophytes dans la chose, il y a bien des gens qui pensent que le film Halloween a été son premier film. John Carpenter, évidemment, a réalisé plusieurs courts-métrages avant de s'illustrer avec ce qu'on appelle son premier film qui s'appelait Dark Star, qui est un film de science-fiction qui, soit dit en passant, a été écrit par Dan O'Bannon. Dan O'Bannon qui aura été finalement le scénariste du fameux film Alien, ça vous le savez probablement tous. Puis ensuite de ça, ça a amené avec Assault on Precinct 13 qui est probablement le film qui l'a fait vraiment connaître. Il faut savoir que John Carpenter est un grand fan de deux genres différents. C'est un grand amateur de Howard Hawks, qui est un réalisateur des années 50, film de western principalement, qui a fait quand même un film de science-fiction très connu, The Thing, dont on parlera peut-être. Qui sait, peut-être si Gary a suivi sa propre... En tout cas, s'il comprend lui-même. Non, mais je sais, Howard Hawks, c'est lui qui a fait la première version cinématographique de Exactement. The Thing from Another World. Exactement. Donc, c'est un film qui l'a marqué énormément dans sa jeunesse. Et John Carpenter venait d'un petit village, vraiment, où, l'aspect culturel... je pense qu'il y avait un seul cinéma, puis il y avait un film qui jouait par mois ou quelque chose dans le style, mais il s'est vraiment intéressé au cinéma très jeune. Et à la musique, soit dit en passant aussi, ce qui est pas surprenant si vous connaissez un peu sa carrière cinématographique et aussi musicale, puisque son père était musicien. Alors voilà, donc évidemment, ça prédestinait Carpenter à aimer la science-fiction, ce qu'il nous a présenté très tôt. Son film, évidemment, Assault on Precinct 13, qui était un hommage, évidemment, à Howard Hawks, qui est un film qui a vraiment marqué et qui est devenu un film culte et qui a prédestiné un peu tout ce qu'il allait faire par la suite. Évidemment, Halloween, c'est le film qui a fait en sorte qu'il l'a mis sur la carte, c'est sûr et certain.
Après Halloween, on a l'impression qu'il a fait tout de suite un autre film qui s'appelait The Fog et dont je vais vous parler dans quelques minutes, mais non, il a fait 2 films pour la télé, dont un qui s'appelle Elvis. Elvis, c'est la première fois qu'il a travaillé avec Kurt Russell, soit dit en passant, et c'est le premier film que j'ai vu de Carpenter sans savoir que c'est un film de Carpenter à l'époque. Quand il a fait le film Halloween, ben là, évidemment, là, les gens se sont intéressés à lui, puis ils ont dit « Hey, on te donne carte blanche pour faire 2 films. » Et là, Carpenter, la seule chose qu'il a demandé, il a dit « Pas de problème, moi, tout ce que je veux. » Puis évidemment, il voulait de l'argent. Carpenter a toujours voulu de l'argent, soit dit en passant. Il a toujours voulu faire des sous. C'est correct, hein? Il n'y a pas de mal à ça. Mais il a demandé... Il n'y a pas de honte. Ah? Il n'y a pas de honte à ça. Il n'y a pas de honte à ça, mais il a demandé une chose très précise, c'est d'avoir, comme il l'avait fait pour Halloween, il voulait avoir son nom au-dessus du titre. Alors, vous souvenez sans doute, là, John Carpenter's Halloween, et c'était la même chose pour The Fog et le film qui allait suivre par la suite. Contrôle total sur le film aussi, ça c'était une chose qu'il voulait avoir. Alors il a fait le film The Fog dont je vais vous parler à l'instant, film qui est sorti en 1980. Et c'est un film, il voulait se distancier, faire une distanciation entre le film Halloween et le film qu'il allait faire. Un film, évidemment, qui là, c'était pas un film sur tueur en série ou quoi que ce soit, mais c'était quand même un film, il voulait faire un film d'horreur qui était basé, et je vais vous expliquer pourquoi il a fait un film là-dessus. Carpenter, lui, il avait pas un plan dans sa tête pour dire « Hey, je vais faire un film d'horreur, quoi que ce soit », c'est que à la suite de la sortie d'Halloween, il s'est promené un peu à travers le monde et il a fait un voyage en Angleterre. Il s'est trouvé à Stonehenge, que vous connaissez sans aucun doute, qui est un lieu historique assez connu, qui lui a inspiré d'ailleurs le film Halloween 3, si vous vous en souvenez, qui commence là, puis bon, toute l'histoire un peu rapport à ça. Mais qu'est-ce qu'il y a évidemment en Angleterre, et quand vous vous promenez dans ce coin-là, il y a du brouillard. Et c'est ce qui a inspiré l'histoire de The Fog qui est sorti en 1980. The Fog, qui est devenu un film culte, qui a été quand même bien accueilli par la critique. Il y a quelques films qui ont été bien accueillis par la critique. Hein. Il y a Halloween, bon, il y a les films précédents dont on a parlé. Ouais. Halloween, The Fog et Escape from New York. Tous les autres films qui ont suivi, très très mal accueillis par la critique. Et il s'est inspiré aussi d'un récit, un véritable récit qui s'appelle Legend of the Palatine Light, qui est disponible, que vous pouvez lire dans ce genre de livre-là, Ghost Ship. Of New England. C'est un livre que je vous suggère parce que dans ce genre de livre-là où on parle d'histoires de fantômes et tout ce genre de trucs-là, on retrouve entre autres l'histoire qui est inspirée de Shining. Donc, la plupart des films de fantômes et quoi que ce soit qui se passe en Nouvelle-Angleterre, on se retrouve là-dedans. Et donc, l'histoire est quand même palpitante. Si vous avez vu le film, on raconte l'histoire d'un vaisseau fantôme qui revient 100 ans plus tard et les fantômes qui se trouvent à bord veulent se venger et tuer 6 personnes. Donc, c'est à peu près ça la base. Il y a beaucoup de défauts dans ce film-là. Puis probablement que si vous n'êtes pas un amateur du film, vous l'avez remarqué, il n'y a pas de personnage principal. Je sais pas si vous l'avez vu dernièrement. Ouais. Donc, tu sais, c'est la quête de qui? On ne sait pas exactement. On ne sait pas trop. Il y a un personnage qu'on nous présente au début qui est très intéressant. Soit dit en passant, ça commence, on nous raconte une histoire autour d'un feu, très bien racontée par John Houseman. D'ailleurs, c'est un bijou, là. L'introduction du film est extraordinaire. Oui. Par la suite, et ça prend 12 minutes, hein, le générique, la fin du générique arrête à 12 minutes du film. C'est long. Alors là, on nous présente toutes sortes d'événements un peu étranges. On a l'impression d'être dans un film de poltergeist, etc. Puis c'est pas du tout ça, après ça, vers ce à quoi le film nous amène. Le brouillard n'est pas là du tout. Au début, il y a des klaxons, il y a des fauteuils qui bougent, toutes sortes de choses qui n'ont rien à voir avec l'histoire. Ça, c'est des choses que Carpenter a rajoutées par la suite parce que il trouvait que son film était pas bon, manquait de suspense, manquait d'horreur. Donc ça a été vraiment rajouté par la suite. Et puis là, il y a plusieurs choses qui se passent. Il y a plusieurs personnages. On a Stevie Wayne, on a le personnage de Jamie Lee Curtis, de Tom Atkins. Puis tous ces gens-là ont comme des mini-quêtes, puis c'est pas toujours très clair. Mais par contre, pour une raison X, c'est un film que moi, personnellement, j'apprécie parce que c'est l'atmosphère du film qui est réussie là-dedans. Grâce principalement, probablement, à la musique du film, et encore, Carpenter, on le sait que c'est une de ses forces, ça a été une de ses forces dans Halloween, et la musique qu'il a réussi à mettre dans ce film-là, soit dit en passant, qu'il en avait composé une complètement différente, qui a mis de côté parce qu'il l'appréciait pas du tout. Il a bien fait parce que la musique est poignante, et puis plus l'atmosphère, plus le film avance, plus elle est incisive, cette musique-là.
Et c'est ce qui fait que moi, je pense que ça fonctionne. Bon, il y a des scènes qui sont assez surprenantes, qui ont été rajoutées quand les marins se font attaquer sur le bateau, et aussi des scènes qui n'étaient pas là. L'attaque à la fin sur le phare non plus, c'était pas là. Mais malgré tous ces défauts-là, puis type de présentation de personnages qu'on voit au début qui ne sont plus là, puis ça, je présenterais un scénario comme ça à Hollywood, puis on me dirait, hey, ton personnage là que tu nous présentes au début, auquel on voudrait s'attacher, parlons-en rapidement, là, il y a le gars qui passe le balai là, dans un dépanneur. Écoute, on le voit jamais, il se fait pas tuer, rien, il fait juste passer le balai, puis il y a juste des bouteilles qui bougent. On me dirait, hey, enlève ce personnage-là, ça n'a aucun sens. Mais Carpenter n'a pas eu le choix parce que son film durait 80 minutes, puis il fallait qu'il fasse durer 90 minutes. Soit dit en passant, moi, 90 minutes pour un film d'horreur, c'est parfait. Quand ça dure 2 heures, puis à moins qu'on parle de The Shining, soit dit en passant, là, ça devient très, 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 très long. Donc, moi, c'est le genre de film que je veux voir, que j'aime voir malgré des défauts. J'aime mieux un film avec des défauts, mais qui va ultimement me plaire. Et de voir des personnages qui... C'est parce qu'il y a eu un remake en 2005 qui était épouvantable, là, avec de la fumée verte qui était faite à l'ordinateur, avec des fantômes faits à l'ordinateur auxquels on ne croyait pas. Ben là, moi, j'y crois. Il y a des moments d'angoisse dans le film, quand les fantômes arrivent, cognent à la porte. C'est quand même, il y a des moments vraiment réussis, malgré tous ces défauts-là. Puis moi, ce que j'aime de Carpenter, principalement dans les années 70-80, c'est qu'il réutilise tout le temps la même équipe. Ouais. Toujours la même équipe. Il utilise les mêmes comédiens. Jamie Lee Curtis, il lui avait promis d'ailleurs à Jamie Lee Curtis, il dit, regarde, je t'ai fait jouer une fille naïve dans Halloween, là je vais te donner un autre genre de personnage qui l'amène presque à ce qu'elle a joué dans Trading Places, parce que c'est une fille qui est un peu plus libertine dans ce film-là. Tom Atkins qui va rejouer dans quelques-uns de ses films. Et là aussi, il y a la réunion entre Jamie Lee Curtis et sa mère, qui est quand même exceptionnelle. Ouais. Puis on sait que Carpenter voue un hommage très grand à Hitchcock. Et ça, je pense que t'as pas aussi celui qui fait le shérif dans Halloween, qui joue dans... Oui, absolument, ouais, Charles Cyphers, qui joue le personnage du météorologue. Puis ce que j'aime en plus, c'est que Carpenter, lui... puis tu me connais, Stéphane, parce qu'on a fait déjà des petits courts-métrages, tout ça. Moi, j'aime aussi insérer des espèces des sous-entendus là, au niveau des personnages. Tom Atkins, le nom du personnage, et il le mentionne, c'est Nick Castle. Ouais. Nick Castle, c'est le gars qui fait Michael Myers dans le premier film, qui est un réalisateur, soit dit en passant aussi. Ouais. Il y a un des gars sur le bateau qui s'appelle Tommy Wallace. Tommy Wallace, c'est le gars qui fait partie de l'équipe depuis très longtemps. Tommy Wallace était marié aussi avec Nancy Loomis, qui est une des comédiennes qu'on a vues dans Halloween et qui joue dans ce film-là aussi. Ouais. Donc, tu sais, il y a plein de références très intéressantes. Le médecin légiste dans le film qui fait une courte apparition, qui avait joué dans Assault on Precinct 13 également, s'appelle Dr. Fibes. Donc, tu sais, il y a plusieurs références assez amusantes dans ce film-là. Puis ce que j'aime, c'est que Carpenter utilise toujours la caméra, tu sais, ce qu'il appelle la Panavision. Donc, tu sais, c'est pas un petit écran télé, là. Tu sais, il utilise l'écran pour qu'on puisse voir, encore une fois, bon, là, c'est pas Michael Myers, on voit pas, tu sais, la figure blanche en arrière, mais là, tu sais, c'est le flou. Puis, tu sais, Stevie Wayne a dit, tu sais, there's something in the fog. Puis même si tu vois pas ce qu'il y a dans le fog, c'est l'effet Spielberg de Jaws. Tu sais, tu sais pas qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va sortir de là. C'est toujours un peu angoissant. Fait que ça c'est extrêmement réussi à mon point de vue. C'est ce qui fait que, oui, tu sais, je dirais jamais que The Fog, c'est un film 10 sur 10. Impossible, parce qu'il y a des défauts. C'est comme par exemple cette scène justement qui a été rajoutée, où il y a un gars qui arrive, le Seagrass, ça c'est le fameux bateau, qui est dans la salle d'autopsie, puis il se lève, puis il a un scalpel dans les mains, puis il se lève, puis tu sais, ça c'est une scène qui a été rajoutée. À mon avis, c'est une scène qui est inutile. Puis bon, c'est juste pour faire une espèce de jump scare, les fameux jump scares qui étaient à l'époque, là, puis finalement, il se trouve à inscrire le chiffre 3 à terre pour dire qu'il en reste 3 à mourir, là, mais cette scène-là est inutile, puis elle n'a aucun lien avec le reste de l'histoire. Mais malgré tout, tu sais, je le regarde, puis je le regarde, puis je me dis, je le regarde dessus, puis à chaque fois que je le regarde, je suis heureux de l'avoir vu, puis
je me dis, j'aimerais quasiment qu'il y en ait un deuxième, mais tu sais, je n'avais pas de deuxième de Fog, ça m'intéresse pas de voir un deuxième film tu sais, parce que ça serait utile comme ils ont fait un deuxième film, puis c'était épouvantable. Tu sais, je fais juste penser à Selma Blair qui a joué le rôle de Stevie Wayne, puis c'est épouvantable, là, ça n'a aucun sens. Là. Donc, malgré ça, c'est un film à voir, à découvrir. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, tu sais, c'est pour ceux qui vont l'avoir vu, ils vont dire, tu sais, c'était correct. Il faut l'avoir vu une fois, pas nécessairement de le voir plusieurs fois comme moi, qui l'aime beaucoup, ce film-là. Ouais. Non, mais c'est vrai, je veux dire, t'es pas obligé de l'apprécier comme tu peux aimer, comme par exemple, il y en a qui vont triper sur The Thing, il y en a qui vont dire, OK, Halloween, c'est mon film préféré. Il y en a qui vont aimer, They Live, qui vont dire, ah, mon Dieu, moi, They Live, c'est mon film. Mais si on aime Carpenter, il faut avoir vu The Fog, même si, et à l'époque, là, puis c'est un fait, là, Carpenter a carrément dit The Fog, c'est un film qu'il n'a pas aimé faire parce qu'il y a eu des difficultés, qu'il n'a pas accompli ce qu'il voulait faire sur ce film-là. Tu sais, il y avait de l'argent, il s'est dit hey, pour une fois j'ai des sous, je peux faire quelque chose, mais c'est pas un film pour lui qui est accompli, malheureusement. Donc voilà. Mais c'est un film à voir, à mon avis. C'est un ananas pour moi. Là. Parmi les films d'horreur à voir des années 80, c'en est un, là, même si moi, c'est défaut. Je l'ai vu 2 fois dans ma vie. J'espère que c'était pas celui de 80 puis celui de 2005. Là. Non. J'ai vu la première fois que je l'ai vu, c'était à la télévision payante. J'avais pas... Ouais. Visuellement, le film est quand même percutant un peu. Moi, j'aime beaucoup les ombrages des fantômes à travers la brume. Je trouve que ça, c'est efficace. Même c'est tellement efficace que quand un moment, il y a un plan où tu vois le visage d'un des fantômes, je trouve que ça vient gâcher le plaisir. Ouais. Mais puis la deuxième fois que je l'ai vu, c'est récemment, parce que je savais que tu allais en parler. mais moi, il y a juste une affaire qui me fatigue dans le film The Fog, puis c'est quelque chose d'assez central, c'est justement quand tu parles de l'animatrice de radio qui, tout à coup, elle fait « There's something in the fog », c'est comme « Mais qu'est-ce qu'il a dit qu'il y a quelque chose dans... » Tu sais, où c'est qu'elle a découvert qu'il y avait quelque chose dans le brouillard? Puis là, tout à coup, elle appelle son fils par la radio. Sors de la maison. J'étais comme... Oui, mais elle a quand même... J'ai-tu manqué de quoi? Je trouve qu'il y a un trou dans le scénario. Oui, mais elle a quand même eu dans le studio de radio, il y a la fameuse planche, puis il se passe quelque chose là, avec la planche. Donc, il y a une espèce de panique qui se passe. Ouais, là, mais il y a quelque chose qui se passe dans le village, là, tu sais... Comme je te dis, c'est un film, il est pas complet, il manque des éléments, mais toi comme spectateur, tu le comprends quand même. Fait que dans ce cas-ci, Carpenter se dit, en tout cas, comme il dit, c'est un film qui est pas complet, mais que le spectateur, c'est quand même un film, c'est un film simple, c'est comme un genre de Scooby-Doo pour adultes, là, fait que... Ouais. Ouais, mais avec une atmosphère beaucoup plus glauque qui te pogne, c'est vraiment dans les os, là. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Mais c'est un bon film de fantôme. Pour moi, c'est un film de fantôme qui est différent aussi. Là. C'est pas le genre de fantôme qu'on est toujours dans une maison. Là. Au moins, on se trouve à être dans un univers un peu différent. Ouais. On est loin des portes qui claquent et des chaises berçantes. Exactement. Ça, c'est original pour ça. Ouais. Donc, voilà, on va passer à notre deuxième film. C'est Escape from New York. Film que j'ai moi aussi revu. Mais je vais te laisser, Stéphane, parler de... oui, on a chacun... On les a revus, ces films-là, là, pour pouvoir en parler. Ouais, moi, Escape from... premièrement, quand on me dit le nom de John Carpenter, c'est toujours le premier film qui me vient à l'esprit avant Halloween. Pourtant, je suis un fan de Halloween. Mais, puis c'est ça, je parlais un peu avec Michel avant qu'on enregistre. Je me rends compte que moi, l'univers de John Carpenter, c'est vraiment ces films action, science-fiction que je trouve plus intéressant que ces films d'horreur. Parce que moi, si on fait un top 5 ou un top 3, c'est tous ces films de science-fiction. C'est genre Escape from New York, They Live, Big Trouble in Little China. Ouais. Fait que moi, Escape from New York, c'est un film que j'adore. Je ne sais pas si c'est à cause du contenu ou le contenant, parce que ça aussi, Escape from New York, c'est encore John Carpenter, réalisateur de films indépendants, qui fait ce qu'il veut, qui a le contrôle sur tout, et c'est un film à petit budget. Fait que là, quand tu sais comment c'est fait, moi je suis séduit par ça, je me dis, hey, ils se sont débrouillés, puis ils ont réussi à faire ce film-là. Ce que j'aime du film, c'est quelque chose qu'on voit pas beaucoup, c'est le personnage de Snake Plissken. C'est un anti-héros, et c'est un vrai anti-héros. Il est un anti-héros du début jusqu'à la fin du film.
Parce que souvent, dans les films hollywoodiens, c'est ah oui, c'est un anti-héros. Mais dans le milieu du film, finalement, il renonce un peu à ses convictions, puis il se ramollit un peu dans sa philosophie pour que le monde s'attache à lui. Mais Snake Plissken, moi, ce que je trouve, c'est que c'est l'anti-héros ultime. Pour moi, là, je veux dire, il est cynique envers la politique. Il est comme ça du début jusqu'à la fin du film. Et c'est un héros dans le film qui est quand même... Il y a un côté égoïste, là. Tu sais, tout ce qu'il fait, là, c'est pour lui, puis pour qu'il vive, là. Fait qu'au début, il est prisonnier, on lui confie une mission. Bon, sa mission, il va dire oui parce que ça va lui permettre de sortir de la prison, de ne pas aller à New York. Après ça, quand les personnages qu'il rencontre en cours de route là, de la mission qu'il a à faire, il les prend, mais c'est pour son bénéfice à lui, c'est pas pour être gentil envers eux autres, tu sais. Fait que, ce que je trouve, ce film-là, ben là, peut-être aujourd'hui, il a mal vieilli. Il faut vraiment se mettre dans le contexte. Parce que c'est sûr, quand on dit, bon, là, ça se passe en 1997, on est rendu en 2020, mais le contexte que le film a été fait, c'était dans les années 80. Il ne faut pas oublier, dans les années 80, New York, c'était vu comme une ville dangereuse et violente. Hein? Puis, juste regarder tous les films qu'il y avait, là, Guerrier du Bronx, tous les films se passaient au Bronx ou à New York, là, puis c'était comme, va pas là, t'es pas sûr de revenir en vie. Fait que c'est ça le contexte qui a amené le film. L'autre chose aussi, c'est que Carpenter, il a écrit ce film-là dans les années 70. Et il n'y a personne qui voulait le financer parce qu'on a eu ce qui est arrivé avec Nixon. On a dit là, tu sais, des présidents américains qui se font taper dessus, là, ça va faire dans le contexte qu'on est. Ouais. C'est pas ça que son film, c'est pas fait. Puis là, il est arrivé avec Escape from New York, et ça vient à ce que tu disais, Michel. Il y avait 2 films à faire. Il a fait The Fog, puis son deuxième film, ça a été Escape from New York. Ouais. Donc, le contexte de violence qui était dans les années 80 se prête bien au propos du film. Christy, si New York c'était violent comme ça dans les années 80, c'est quasiment réaliste, là, entre guillemets, qu'on ait été vers un New York, c'est comme, ben gars, il n'y a plus rien à faire avec cette ville-là, mettez un mur autour, puis laissez-les pourrir là. C'est ça le contexte. Fait que moi, j'aime la prémisse de départ. Là, après ça, on arrive avec le président américain qui a un attentat dans son avion, puis là, je l'ai regardé récemment, là, c'est drôle parce que les terroristes qui prennent en otage le président, dans leur discours, ils dénoncent une police raciste aux États-Unis. Tu dis, tabarnouche, le film a été fait en 81, puis on est en 2020. Non, il n'y a pas grand-chose qui a changé aux États-Unis. Ouais. Puis, mais c'était en plein dans la crise. Dans les années 70, c'était la dénonciation au niveau racial puis au niveau féministe. C'était les deux grands discours aux États-Unis, en tout cas. Dans le monde aussi, mais aux États-Unis principalement, oui. Ouais, fait que ça ressort. 2 combats sociaux qui sont même pas encore terminés. C'est long avant de régler ça. Ouais, fait que ça ressort là-dedans. Donc, et là aussi, ben, on retrouve plusieurs acteurs qu'on a vus dans d'autres films. Donc, on a Donald Pleasence qui joue le président. Et ça, au début, Pleasence voulait pas jouer le rôle parce que il était pas sûr. Puis en plus, il y a un accent un peu britannique. Ben oui, et ça. Carpenter a dit, pour lui, le président des États-Unis, de Donald Pleasence, c'était comme le fils illégitime de Ronald Reagan puis Margaret Thatcher. Ce qui justifie que, oui, vu qu'il est américain, il peut être président des États-Unis et son accent britannique vient de Margaret Thatcher. Mais ça, bon. Ça, faut avoir vu les entrevues avec Carpenter pour le savoir, parce que quand tu vois le film, tu fais pas le lien pantoute, là, puis il s'appelle pas Reagan, le président, c'est juste Mr. President, qui a pas vraiment un nom défini. Donc, mais Carpenter ne fait pas toujours, parce qu'il l'a déjà dit, puis les gens essaient toujours de trouver dire, ah, ok, Carpenter, t'as fait un film, tu sais, Halloween, c'est un film éditorial. Carpenter l'a toujours dit, ce n'était pas de l'éditorial, c'est un film de divertissement, mais que Dark Star et Escape from New York sont des films éditoriaux, là, pas entièrement, parce que c'est du film de divertissement, mais il y a quand même des propos éditoriaux dans ce genre de film-là. Ben, tu vois, on est dans un univers où c'est une police, la police est très militarisée. Oui. Écoute, quand tu vois les plans, là, ils ont des hélicoptères, des jeeps, t'as plus l'impression de voir l'armée qu'une escouade de police. Oui. Donc, le personnage de Snake Plissken est contre ça. Il est contre l'autorité, il est contre, puis il y a un cynisme envers la politique là-dedans. Je veux dire, il y a du monde qui trouve qu'on est cynique aujourd'hui contre la politique, mais on l'était déjà dans les années 80. Et moi, je trouve savoureux quand on dit à Snake Plissken, OK, regarde, faut aller sauver le président. Il dit, le président de quoi?
Puis on dit, hey, niaise-moi pas, là, tu sais. Fait que, déjà, quand que Snake Plissken, on te le présente, si t'aimes les anti-héros, t'es déjà attaché à ce personnage-là, juste dans la scène, dans le bureau où ce qu'on y offre la mission. Il défie l'autorité. Il n'a pas peur du chef de police qui offre la mission. Il défie verbalement. Finalement, il dit oui. Bon, tu vas faire un coup de cochon. Il s'en va pour faire sa mission. Là, on arrive dans l'univers de New York. Moi, j'aime comment l'univers est représenté. Je sais qu'il y a des critiques qui ont dit que c'était pas assez défini, mais moi, je veux pas en savoir plus parce que on découvre en même temps que Snake Plissken, qu'est-ce qui se passe dans cette ville-là, comment que c'est rendu. Oui. On n'a pas tout cuit dans le bec d'avance. Fait que moi, j'aime ça pour ça aussi, le point de vue, comment l'histoire est racontée. Là, ben c'est ça, les personnages qu'il rencontre. Le premier personnage qu'il rencontre, c'est le personnage de Cabby. Bon, la première fois qu'il rencontre, pas une grosse discussion avec. Après ça, quand Cabby le rencontre à nouveau dans le film, c'est qu'il vient sauver Snake Plissken. Après ça, Snake Plissken s'en sert pas pour être ami avec, pour trouver où est le président des États-Unis. Donc là, Cabby l'amène voir d'autres personnages, qui est le personnage de Brain et de Maggie. Maggie, jouée par Adrienne Barbeau, qui a joué dans The Fog. Oui. Puis encore là, Snake, il sert de ces personnages-là pour l'amener au Duke, qui tient le président. Fait que c'est un personnage très égoïste, puis je trouve ça original comme héros de film. Puis jusqu'à la fin, il va rester, bon, il arrive des tragédies, là, il perd ses compatriotes. Là, je vous le dirai pas, parce que si vous n'avez pas vu le film, il y a un punch qui est un gag que je trouve assez percutant. Moi, la première fois que j'ai vu le film, j'ai fait, il a pas fait ça, parce qu'on dit qu'il faut qu'il ramène le président des États-Unis avec une cassette. Mm-hmm. Et ça, là, il faut qu'il arrive, puis là, il y a un deadline pour ramener le président, parce que là, il faut qu'il y ait une conférence, et cette conférence-là, ça va éviter une troisième guerre mondiale et tout ça. Et là, Snake fait quelque chose à la fin, que c'est vraiment jusqu'au générique qui se fout des autorités puis des instances politiques. Fait que j'aime le film pour ça, pour le propos. C'est pour ça que c'est mon meilleur de Carpenter. C'est comme je dis, si tu me dis Carpenter, c'est le premier film qui me vient à l'esprit. Oui, effectivement, tu as raison, parce que c'est effectivement probablement un de ces... Puis, contrairement justement où je disais précédemment qu'il y avait un problème de protagoniste au niveau de Fog, ben, il s'est rattrapé avec celui-là où tu as vraiment un personnage principal très fort. Et quand tu réussis à avoir un entier, parce que c'est bien beau des anti-héros, puis on en a connu plusieurs au cinéma, mais si tu as à faire un top 10, ben, il va certainement s'y retrouver, c'est sûr et certain. Puis c'est pas pour rien qu'il a essayé de le ramener dans Escape from LA, qui malheureusement était moins fort, mais c'est un de ses meilleurs personnages, sans aucun doute. Ben, Escape from LA, c'est par pression populaire qu'il l'a fait. Ben oui. Parce que le personnage de Snake a tellement été marquant. Je veux dire, ça, le personnage de Kurt Russell, là, de Snake Plissken, ça va avec les Rambo, puis les Terminator, puis les John McClane. C'est un personnage d'action typique des années 80. Tellement que quand il y a eu la franchise des films The Expendables, que c'est un hommage à tous ces acteurs-là, il y a du monde sur Internet qui faisait des listes. Ben là, on a vu un tel, on veut voir un tel. Kurt Russell, là, il y a beaucoup de monde qui voulait le voir dans The Expendables 3, justement à cause qu'il a joué Snake Plissken dans les années 80. Puis justement, Escape from LA, ben, c'est ça, à force de pression populaire, parce que c'est un personnage qui a marqué le cinéma. C'est un très bon personnage. Moi, dans Escape from LA, j'ai aimé le personnage. C'est juste que l'histoire dans laquelle il évolue, c'est plate en tabarnouche. Là. C'était trop un copier-coller de Escape from New York. C'était quasiment on retourne dans la ville, va sauver quelqu'un, ramène un document. Là, c'est sur un CD au lieu d'une cassette. C'était trop pareil. Mais si tu avais pris le personnage de Snake puis tu le mets dans une autre histoire, le film aurait peut-être été meilleur. En fait, s'il avait voulu que ça fonctionne, il aurait fallu qu'il fasse une suite assez rapprochée. Là, c'était trop loin. Puis, aussi. Effectivement, 15 ans plus tard. Ouais, en tout cas, peut-être faire une série. Mais tu sais, il y a aussi une autre chose, comme Stéphane avait mentionné, c'est la direction photo, puis le DA, là, côté décor et tout ça. Dans ces années-là, quelqu'un qui allait à New York, ça pouvait arriver, on va dire, qui descend du Washington Bridge, puis il arrive dans Harlem, qui voit une voiture coupant en deux, calcinée, puis des affaires comme ça. Donc, pousser le tout, d'une façon un peu plus apocalyptique, ça faisait du sens que New York, c'était comme une ville prédestinée. Si tu amènes dans les années plus tard, que ça soit une ville comme...
vraiment, sans foi ni loi. Alors, ça donne une atmosphère et avec un personnage de même, c'est quelque chose qui est vraiment non, puis Carpenter a quand même utilisé, il y avait la chance d'utiliser justement un directeur photo qui avait beaucoup de talent, puis il l'a utilisé sur plusieurs de ses films jusqu'à temps que ce gars-là soit repêché ailleurs. Dean Cundey qui a travaillé sur Halloween, qui a travaillé sur The Fog, qui a travaillé sur Escape from New York, puis qui a été après ça travaillé entre autres, il a fait tous les Back to the Future, puis il a travaillé avec Spielberg sur Jurassic Park entre autres là. Fait que c'est un gars qui réussissait à faire beaucoup avec peu. Fait que ça c'est tout à l'avantage de ce genre de film-là. Là. Mm. Mais tu vois, il parlait à un moment donné de faire un remake d'Escape from New York. Même c'était prévu que ce serait Gérard Butler qui aurait joué Snake Plissken. Puis je trouve que tu peux pas faire un remake de ça. Tu peux pas appeler ça Escape from New York parce que aux États-Unis, c'est d'autres villes qui sont rendues plus violentes. Il va falloir que ce soit Escape from Somewhere Else. Parce que. Ce serait Washington. Ouais, c'est ça. Parce que, comme je te dis, ce film-là, le contexte qui est sorti, c'était très à propos à ce qui se passait dans ces années-là. Ouais. Puis, petite parenthèse, quand Michel dit que John Carpenter il est très fidèle à ses acteurs et à son équipe, Jamie Lee Curtis est dans Escape from New York. C'est elle qui fait la narration au début du film. Exactement. Et qui fait la voix du système de sécurité là, quand Snake Plissken est amené en prison. Fait que tu vois, il a quand même amené Jamie Lee Curtis avec lui. Celui que tu parlais, Tom Atkins, qui joue l'assistant de Hawk. Fait que c'est ça, je trouve, quand tu regardes tous les films de John Carpenter, là, on dirait vraiment que c'est un trip de gang qu'ils font. Oui, absolument. Non, mais absolument. Puis regarde aussi, tu parlais d'Adrienne Barbeau. Adrienne, probablement c'était sa femme, c'est devenu sa femme. Et d'ailleurs, c'était complexe parce qu'on parlait tantôt de Fogg. Il venait tout juste de se marier avec elle. Ouais. Et avant ça, il était avec Deborah Hill, qui était sa compagne. Et ils ont tourné ensemble. Écoutez, c'était quelque chose parce qu'à cette époque-là, ils étaient ensemble, mais ils voulaient pas trop que ça se sache. Fait qu'ils voulaient pas briser les liens d'amitié parce que tout le monde aimait Deborah. Fait que pendant le tournage de The Fog, Adrienne Barbeau couchait pas dans la même chambre que John Carpenter. En tout cas, toute une histoire. Puis de Escape from New York, bon là, ils étaient ensemble, fait que c'est correct. Mais Deborah Hill était quand même productrice du film, là. Fait que tout le monde, tu sais, tout le monde s'arrange, puis tout le monde est ami. Puis c'est vraiment, comme tu dis, Stéphane, c'est une grosse gang. Puis ça a toujours été ça. La plupart des gens qui ont tourné avec... si vous cherchez sur Internet, vous allez voir, il y a des listes là, où les gens ont tourné minimalement 2 fois avec lui, des fois 3, 4, 5 fois et plus. Là. Donc, c'est quand même... il y a un sentiment d'appartenance qui est très, très fort, là, qui fait en sorte d'ailleurs que les gens y retournent pour ça. D'ailleurs, c'est ce qu'ils veulent voir. Là. Alors voilà. Mais oui, excellent film. La chose que quand j'ai revu le film, oui, puis Stéphane l'a mentionné, ça a un petit peu mal vieilli. Puis ce qui m'a un petit peu déçu, c'est que j'avais pas remarqué quand je l'avais vu. Je l'ai vu plusieurs fois. Puis là, récemment, ce qui m'a un petit peu plus déplu, c'est l'aspect un peu scénette du film. Je voyais ça un peu trop par scénette. Puis ça, c'est peut-être un peu l'aspect qui m'a un peu déplu. Je trouvais ça, je trouvais que ça coulait moins que j'avais l'impression que ça coulait les premières fois que je l'ai vu, mais c'est un détail, mais, c'est pas grand-chose. Ouais, mais je te dirais cet aspect-là, oui, effectivement, tu sens les coupures, là, les morceaux, de la façon que ça s'enchaîne, mais ce procédé-là, j'aime ce que ça fait pour le début du film, parce qu'on perd pas de temps à rentrer dans l'histoire. Ça veut dire, scène 1, le contexte. Après ça, bang, Snake Plissken qui arrive en prison. Après ça, bang, l'avion, l'attentat de l'avion. Fait que ça va assez vite. Puis le personnage, on fait pas une longue biographie, là. Mais on comprend que c'est un personnage. Comprend très vite. C'est ça, on comprend assez vite qui est dans la scène de bureau où on lui propose la mission. Et on comprend assez vite aussi que c'est quelqu'un qui doit avoir toute une réputation puis qui est connu. Parce qu'il y a combien de fois dans le film qu'il y a des personnages qui disent « Snake Plissken, mon Dieu, je pensais que tu étais mort. » Ah, Snake Plissken, je pense qu'il se fait dire ça 4 ou 5 fois. Ça veut dire que sa réputation le précède. C'est ça. Un peu comme on voit aujourd'hui avec les John Wick, là. Bon, ben, c'est le Snake Plissken, c'est le précurseur de John Wick pour ça. Le boogeyman des années 80. Oui, puis ce qui est très bien aussi, c'est que on a la présence de Lee Van Cleef, qui est évidemment un hommage de Carpenter, encore une fois, au western qu'il a vu quand il était plus jeune. Là. Fait que ça c'est très apprécié.
Fait que là, on passe à... bon, après cette période qui a été quand même assez faste pour Carpenter, puis Carpenter était très populaire, puis ses films étaient appréciés. Là, on arrive dans une autre période. Ça va être ce qu'on appelle, malheureusement pour lui, la descente. Là, il y a un film qui va avoir été... qui sera populaire, c'est quand il va faire Starman, qui est vraiment un film dans une autre catégorie. Là. Mais... Ouais, un autre registre. Ouais, dans un autre registre. Ouais. Mais là, il fait un film qui, pourtant... qui lui, évidemment, est un film très important pour lui parce qu'il fait un remake, non pas nécessairement du film en tant que tel, mais plutôt du roman dont s'est servi Howard Hawks pour faire The Thing. Donc, film important. Il va même utiliser Ennio Morricone, qui pour lui, évidemment, est une figure mythique au niveau de la musique. Mais là, le film va être très mal accueilli parce que il arrive qu'il fait son film en même temps qu'un autre film, petit film, très peu connu, va prendre l'écran, E.T. de Steven Spielberg. Donc, toi, et avec raison, Gary, tu as fait un très bon choix, même si tu n'as rien compris de ce qu'on t'a demandé aujourd'hui. Mais tu as quand même pris un film de Carpenter, fait que c'est pas pire. Non, puis tu as fait un très bon choix parce que pour la plupart des gens qui aiment Carpenter, c'est aussi effectivement dans un top 3 et souvent ça se retrouve dans le top 1. Et avec raison. Oui, mais ce film-là, qu'est-ce qui est particulier aussi, c'est une époque où est-ce que, bon, avec E.T., comme tu dis, science-fiction, mais aussi côté... c'était pas du CGI, donc c'était du maquillage avec des prothèses. Les effets spéciaux n'étaient pas faits de la même façon. Et dans The Thing, la particularité, même si on le regarde encore aujourd'hui, les bibites qui sont, comment dirais-je, oui, dégueulasses, la bibite ou les bibites, je sais plus comment dire parce que ça arrive à plus d'une personne. C'est vraiment tellement bien fait que encore là, tu trouves, ça te lève la peau. D'ailleurs, il y a une anecdote là-dessus où est-ce que l'équipe disait, lorsqu'il se préparait pour une scène, il y en a qui avaient envie de gerber carrément parce que c'était vraiment trop réaliste, là, le côté, je sais pas, là, gluant, la laideur. Je te dirais que la première fois que j'ai vu le film, oui, le cœur m'a levé. C'est parce que je suis tombé sur ce film. Tu sais, moi, c'était les débuts de la télévision payante. Hein? Fait que la télévision payante, je me levais le matin, puis j'ouvrais ça à la télévision payante, puis tu sais pas sur quoi tu tombes. Et je tombe sur The Thing. Et c'est la scène où ce que... Tu sais, là, le gars vient pour faire comme une affaire cardiaque, puis là, ça s'ouvre, puis il pèse ses deux mains. Ça, c'était pas pire. Oui, il met ses deux mains là-dedans. Mais là, c'est quand que la tête commence à arracher, puis tu vois la peau qui s'étire, puis là... Écoute, tu te lèves le matin, t'as pas déjeuné, c'est la première affaire, tu vois, là, le cœur m'a levé. Le cœur m'a levé. Tu tombes en plein, tu sais pas c'est quoi le film. Après ça, tu checkes. Parce que dans ce temps-là, t'avais des petits horaires sur papier, là. Fait que là, tu regardais, c'était quoi. Là, c'est par après que, là, j'ai regardé à quelle heure qui était rediffusé, puis je l'ai regardé. Mais première scène que je suis tombé de Thing, là, c'est ça. La tête du gars qui s'arrache, là, puis qui tombe à terre, puis la langue, puis en tout cas, c'est dégueulasse, là. Fait que moi aussi, j'étais comme une équipe. C'est parce que c'était une époque où les effets spéciaux étaient pas faits comme ils sont faits aujourd'hui. Puis c'est d'une tristesse parce que, tu sais, on a eu les Tom Savini, là, à une certaine époque, là, qui a fait évidemment sa renommée avec les Friday the 13th. Mais là, c'est Rob Bottin qui a fait les effets spéciaux de ce film-là, qui avait fait les effets spéciaux, entre autres, de Fogg, là, qui joue d'ailleurs Drake, qui joue Blake, en fait, le pirate en chef, là. Mais c'est exceptionnel, les effets spéciaux de ce film-là, là. Tout à fait, là. C'est d'un troisième type, c'est le cas de le dire. Oui. Mais tu sais, en plus, qu'est-ce qui est plaisant? Moi, je me souviens, la première fois que j'ai vu ce film-là, c'était au cinéma. Grosse gaffe. Parce que, non, mais, le film commence vraiment, d'une façon un peu anodine. Un chien qui est en train de courir avec l'hélicoptère qui court après. Tu comprends pas la situation. Tu es en Antarctique. Puis là, mais tu sais, là-dedans, je dirais, il y a comme une performance de chien. Parce que le chien arrive, saute sur quelqu'un, se fait courir après, puis tu comprends pas, mais c'est intéressant. Encore là, notre cher Kurt Russell joue dedans. C'est lui le pilote d'hélicoptère. Mais la scène qui, parce que ce film-là, côté montage,
Tu sais, Carpenter, c'est une de ses forces, là, mais là, c'est l'art d'étirer un suspense, mais juste dans des coupures et des silences. Ouais. Tu sais, à un moment donné, on voit le chien, on sait pas, il est juste en dessous de la table comme ça. Et après ça, tu sais, il y a comme un crescendo, parce que là, le chien arrive avec les autres chiens, là, puis eux autres sont en train de paniquer, puis il y a la métamorphose. La métamorphose est complètement débile. Tu sais, parce que ça a l'air, tu sais, vraiment anodin, c'est un autre chien, là. Mais là, tu sais, le museau qui il éclate, qui fend, puis là, les autres paniquent, ils essaient, tu sais, tu vois, il y a un des chiens qui panique tellement, il est en train de mordre la clôture pour essayer de sortir, là. Il capote complètement. Bon, ben, s'ensuit où est-ce que, tu sais, il le torche et puis tout ça, puis il essaie de faire une autopsie de ça pour comprendre, tu sais, d'où c'est que ça sort et tout. Au-delà de ça, tu sais, bon, donc après ça, vu qu'on sait qu'il y a une bibite, puis on essaie de savoir d'où c'est que ça sort, mais à un moment donné, tu te rends compte que tu sais plus c'est qui est la bibite. Mais qu'est-ce qui était plaisant, c'est que Carpenter, lorsqu'il tournait avec les gars, il leur disait pas, OK, là, c'est ton tour qui est la bibite. Donc, l'inquiétude et la genre de psychose que tu pognes, tu sais, on est toute la gang ensemble dans un lieu vraiment fermé. Ouais. T'es en Antarctique, tu peux pas te sauver vraiment bien loin là-dedans, là. Et il y a peut-être un, deux autres qui est une bibite. Ouais. Puis la scène où est-ce qu'ils sont tous en train de faire comme le test de sang. Ah, ça, c'est génial, cette scène-là. Ça, c'est exceptionnel, là. Ouais, Mais c'est pas seulement ça, ta peau lève. Ah ouais. Tu sais, tu stresses tellement, là. Moi, je me souviens au cinéma, j'étais rendu avec les deux genoux en face de moi, puis qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'était vraiment, vraiment, là. Ouf! Ouais, essoufflant. Non, c'est ça, tu Tu sais, n'as aucune J'aurais idée. aimé faire pause dans le temps. T'as aucune idée de ce qui va se Avoir passer. T'as aucune idée. Mais, C'est un genre de... une fois tu sais, que tu passes le stress et tout ça, c'est aussi comment tu sais, les gars ils réagissent. Là, tu sais, il n'y a pas personne qui se laisse bouffer ou quoi que ce soit. Là. Puis la bibite aussi qui se métamorphose. Mais tu sais, moi je pense que la grosse métamorphose, c'est quand la tête s'en va. Je sais pas pour vous autres, laquelle des transformations, parce que il y en a plusieurs là-dedans qui sont vraiment, tu sais, je dirais pas dégueux, mais qui font peur, là, qui te lèvent la peau. Mais laquelle dans ce film-là, laquelle des transformations qui vous a laissé le plus, pas sur vos appétits, là, mais qui vous a dégoûté le plus? Tantôt, Stéphane mentionnait certaines scènes qui évidemment l'ont marqué, mais c'est pas nécessairement la transformation, mais il y en a une entre autres, moi, qui m'a toujours marqué, je me souviens pas du nom du personnage, mais je me souviens qu'il avait une barbe, puis il se retrouve encerclé de ses amis dans la neige, puis sa main se transforme. Bon, il est pas complètement transformé, mais juste par son regard, tu sais, t'as pas besoin d'être complètement rendu un monstre complètement, mais tu sens que là, il est comme complètement dépossédé. Premièrement, il est plus lui-même, là, mais c'est aussi, c'est tout ce qui se passe, là, ses collègues, là, qui comprennent plus pantoute, qui doivent aussi le tuer, qui ont plus le choix. Fait que là, il y a tout ça, là, c'est pas juste carrément l'espèce de bébête ou de monstre en tant que tel, c'est la situation qui fait en sorte que là, t'es dans un autre univers. Là. Puis en plus, ce qui est extraordinaire dans ce cas-ci, c'est que Carpenter, il aurait bien pu tourner ça là, en faisant de la fausse neige ou quoi que ce soit, mais pas du tout. Il les a amenés tourner là, dans un lieu éloigné, dans un huis clos. Fait que tu peux imaginer que ces gars-là ont tous vécu ensemble et puis ils ont développé une amitié. Fait que, tu sais, t'avais tout ça ensemble qui fait en sorte que là, tu vis dans une situation exceptionnelle là, pour un film comme celui-là. Fait que ça a été brillant parce que c'est un genre de 10 petits nègres, mais avec un monstre plutôt qu'avec un tueur. Là, ben moi, ce film-là, je suis plus séduit par le côté psychologique que le côté gore. Parce qu'effectivement, je me demande c'est quoi ma scène préférée de transformation. Moi, je rejoins Michel, c'est cette scène-là, je trouve qu'elle est plus percutante. Parce que justement, avant qu'il se fasse encercler dans la neige, je veux dire, il voit ses compagnons voient qu'il s'est sauvé par le châssis. Il court tout seul dans la neige, tu vois qu'il même il court un peu de façon bizarre. Là, il se met à genoux, puis là, il est encerclé, puis justement, quand il se relève, puis tu vois ses mains à moitié transformées, puis le regard qu'il a, puis aussi, il y a un cri qui sort de sa bouche, assez strident, là. Je trouve ça fait plus se lever. En tout cas, moi, j'embarque plus dans des scènes comme ça que la scène que je vous décrivais tantôt qui me lève le cœur. C'est correct qu'il y en ait, mais je trouve cette scène-là, pour la première fois,
qu'on voit l'autre avec ses mains transformées, je trouve que tabarnouche, c'était tout un punch, là. En plus, de la façon qu'on te le révèle, tu sais, c'est fait plus en douceur, puis je trouve que ça vient plus te marquer psychologiquement que l'autre scène, que c'était un punch visuel, que le corps s'ouvre, puis là, il y a des dents, puis tout. Fait que, sans pour diminuer le reste, parce que effectivement le reste est absolument, tu sais, ça crée l'angoisse qui va suivre avec toutes les scènes exceptionnelles, puis avec effectivement, puis les scènes gore, et puis tu sais, tout le côté, tu sais, où justement le gars qui fait les effets spéciaux s'en est donné à cœur joie. Écoute, ça fait partie du spectacle. Tu sais, je ne dénigre pas ça, mais tu sais, c'est vraiment l'aspect du suspense, je pense, qui prévaut là-dedans. Et puis Tarantino n'a jamais caché non plus que son Hateful Eight, écoute, il s'est vraiment inspiré de ça pour le créer. Puis c'est pas pour rien que Kurt Russell joue dans le film, d'ailleurs. Mais côté, côté technique, là, le jeu des acteurs, les situations, oui, mais aussi le montage, le pacing de ce montage-là, c'est magique parce que, façon de parler, t'as l'impression qu'il est inégal. C'est pas un montage comme vidéo où est-ce que tu peux pratiquement prédire à chaque fois c'est quand qu'il va avoir une cote puis quelle scène qui va arriver. Il y a des longueurs voulues dedans qui te font stresser, puis psychologiquement comme Stéphane dit, puis ça c'est pour moi ça doit être un film référence pour quelqu'un qui veut devenir monteur de film. Comment bien étirer ça et faire triper et garder l'attention de ton public. Vraiment génial pour ça. Et ce que j'aime, puis je trouve ça drôle parce que les 3 films qu'on parle, qu'on trouve tous c'est nos préférés, c'est les scènes finales, je les trouve le fun. The Fog, là, la dernière scène, on est loin d'un happy end. Oui. Escape from New York, ça finit. Bon, oui, Snake Plissken a réussi sa mission, mais il y a quand même du cynisme et du sarcasme dans la finale. On n'est pas dans le happy end. Et la finale de The Thing, écoute, ça finit, puis tu dis, c'est qui? Tu sais, il reste Kurt Russell. T'es même pas sûr? Non, t'es pas sûr. Je sais pas. Moi, j'ai vu des vidéos qu'il y a des théories qui est The Thing entre les 2 derniers personnages qui restent. Je suis pas encore convaincu par les théories que j'ai vues. Oui. Fait que ça a l'air faut que tu regardes dans les yeux des 2 personnages puis t'as un indice qui est The Thing. Puis, Ben d'ailleurs, c'est ce que je vous suggère de faire. Regardez-nous bien dans les yeux parce que je ne sais pas du tout qui est responsable de tout ça. Moi, ce que je vous invite évidemment à faire, c'est de nous dire quel est votre film de John Carpenter préféré. Et puis de nous suivre, évidemment, sur nos différentes plateformes, que ce soit sur Facebook, Instagram, YouTube. Allez voir nos différentes vidéos parce qu'évidemment, on vous parle on vous fait quelques critiques de ce temps-ci, c'est un peu difficile de le faire. Mais allez voir aussi différents films, différentes catégories dont on vous parle. Ça vous donnera certainement des suggestions de films à visionner par les temps qui courent. Vous pourrez les regarder, que ce soit les louer, les regarder sur différentes plateformes aussi. Puis nous, ben de notre côté, on vous retrouve très bientôt, à moins peut-être qu'on n'y survive pas. Et ça va dépendre, évidemment, si on se retrouve sur le haut, peut-être, je sais pas, d'un phare, ou si on se retrouve peut-être bientôt déjà dans la neige, qui sait, ou peut-être si on réussit pas à se sauver de Montréal du côté de Stéphane et de Gary. À très bientôt.